Aujourd'hui, je vais vous parler de Daniel Camargo Barbosa, un des tueurs en série les plus connus de Colombie. Donc je vais dire Daniel tout le long de la vidéo parce que dire son nom complet c'est assez long et puis même je risque de me mélanger les pinceaux donc ça sera plus simple pour moi. Daniel est né le 22 janvier 1930 en Colombie, donc dans l'Équateur. Je vais vous faire un petit topo sur la personne pour que vous compreniez aujourd'hui de quoi on va parler. Donc Daniel est un tueur en série psychopathe, il faut le dire, parce que pour le nombre de victimes qu'il a fait, on peut complètement employer ce terme. On estime qu'il a donc violé et tué plus de 150 jeunes filles en Colombie, en Équateur, entre 1974 et 1986. Donc c'est un délai ultra court pour tout ce qu'il a fait, clairement. Pour parler un peu de son enfance, puisque je pense que ça a énormément joué dans tous les actes qu'il a fait, il faut savoir donc que sa mère est décédée quand il était jeune et son père était autoritaire et émotionnellement il était complètement distant. Il fut élevé par sa belle-mère qui était une belle-mère abusive puisqu'en fait elle l'habillait en fille, elle le traitait comme une fille et du coup cela le rendait complètement ridicule vis-à-vis de ses camarades de classe. Donc clairement il a pas eu une enfance super cool. Je vais vous faire un petit topo des crimes qu'il a fait et des emprisonnements qu'il a eu suite à tous les crimes qu'il a fait. Donc Daniel, il a été arrêté une première fois à Bogota le 24 mai 1958 pour un simple vol. Pour parler du coup de la famille qui s'est faite lui-même parce que étant dans une famille pas ouf, il s'est créé la sienne et donc il s'est marié avec une femme qui s'appelle Alcira et il a eu 2 enfants avec. Par la suite, le couple s'est séparé et il est tombé amoureux d'une autre femme qui s'appelle Esperanza qui avait donc à l'époque 28 ans et ils projetaient de se marier ensemble. Lorsque les deux amoureux ont planifié le mariage, Daniel il a appris à ce moment-là que sa future femme n'était pas vierge. Et il faut savoir que c'est quelque chose qu'il a énormément trotté dans la tête. C'est devenu carrément une racine profonde de fixation pour Daniel. Il était tellement omnibulé par cela qu'il a proposé à Esperanza un espèce de contrat. En gros, elle devait lui ramener des femmes qui étaient vierges pour qu'il satisfasse ses pulsions sexuelles et en échange, il se mariait avec elle et donc il restait avec elle. Et la femme a accepté. Et c'est là qu'a commencé leur partenariat horrible dans le crime. Alors c'est pas tout de suite transformé en meurtre de chaque fille avec qui il assouvissait ses pulsions, ça a démarré un peu plus tard, mais en gros au départ la jeune femme lui servait d'appât de telle sorte que elle allait accoster des jeunes femmes, elle les ramenait à l'appartement et elle les droguait avec une pilule de sodium, puis par la suite Daniel profitait d'elle. L'homme a commis 5 viols de cette manière. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a arrêté à la 5e puisque tout simplement la 5e a tout révélé. Alors je pense qu'elle devait se souvenir de ce qui s'est passé, elle a dû se réveiller pendant l'acte ou quoi. Et elle est allée tout dévoiler au commissariat. Du coup, les 2 personnes ont été arrêtées puis incarcérées dans des prisons différentes. Je viens d'utiliser le terme cependant et vous allez voir par la suite pourquoi j'utilise ce terme précisément. Donc le 10 avril 1964, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle en Colombie. Il a été condamné dans un premier temps à 3 ans de prison, mais sa peine va être rejugée et elle va monter à 8 ans et il va donc exécuter sa peine totale. Il est donc sorti de prison en 1972 et il va être réarrêté en 1973 au Brésil pour défaut de papier. Il faut savoir qu'il y a eu un retard dans l'envoi des dossiers criminels de Daniel. Du coup, il est sorti et il fut extradé sous une fausse identité en Colombie. Donc de retour en Colombie, il va trouver un petit job tranquillou puisqu'en fait il va travailler en tant que vendeur pour vendre des écrans de télévision. Sauf que justement ce travail était trop paisible pour lui et un jour il va passer devant une école primaire et il va kidnapper, violer et tuer une jeune fille de 9 ans. Et on peut se demander mais pourquoi cette fois-ci il l'a tuée, parce que initialement c'était pas un meurtrier, il agressait sexuellement ses victimes mais il est relâché par la suite. Et bien tout simplement pour le cependant de tout à l'heure que je vous disais, puisque vu que la 5e victime qu'il avait faite avec sa femme de l'époque, et bien tout simplement c'est ce qui lui a causé la prison et il ne voulait pas en fait qu'une autre de ses victimes aille dévoiler tout ce qu'il faisait au commissariat. Du coup il a pris la décision pour ses futures victimes
de les tuer. Et donc cette jeune fille de 9 ans fut son premier assassinat. Daniel a été une nouvelle fois arrêté le 3 mai 1974 à Barranquilla en Colombie, donc c'est là où il travaillait, où il avait enlevé la jeune fille, tué, etc. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu idiot, mais il est revenu sur la scène du crime pour aller récupérer un écran de télévision, puisqu'en fait il avait tout simplement oublié à côté de la victime. Donc en gros il avait son petit écran de télévision, il avait la victime à côté et lui il est juste allé récupérer son écran, sauf qu'en fait il s'est fait choper en allant récupérer son écran. Un peu débile, voilà. Alors les policiers, faut savoir qu'ils ont fait une estimation sur le nombre de victimes qu'aurait tué et violé Daniel. Et elle s'élèverait à plus de 80 filles, donc à cette période là, hein. Donc nous on est juste au courant vraiment qu'il a tué cette fillette de 9 ans, et ils estiment qu'il en a violé et tué, si on compte les 50 victimes d'avant, du coup 74 autres. Mais du coup, cela n'a pas été totalement prouvé et il va quand même aller en prison pour le meurtre de la fillette de 9 ans. Il va d'abord être condamné dans un premier temps à 30 ans de prison, mais cette peine elle va être réduite à 25 ans. Pour information, il a été emprisonné dans la prison de l'île Gorgona en Colombie le 24 décembre 1977. En novembre 1984, il n'aura pas purgé sa peine totale et il va réussir à s'enfuir de cette prison. Alors on peut se demander mais comment il s'enfuit d'une prison, parce que c'est quelque chose qui arrive, ok, mais c'est quand même peu courant. Et il faut pas oublier que la prison se situait sur une île, donc autour de lui il y avait uniquement de l'eau. Et bien tout simplement il va s'échapper dans un bateau de fortune après avoir étudié à la perfection les courants océaniques. Cela a tellement bien marché que les policiers ont cru qu'il était mort en mer et la presse a relaté qu'il se serait fait manger par des requins. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé et l'homme est finalement arrivé à Quito en Équateur. Donc tranquille pour lui, tout le monde croyait qu'il était mort, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était ça dans sa tête, hein. Son objectif était la destination de Guayaquil. Pour cela, il a fini son trajet en bus le 6 décembre 1984. Quelques jours après, le 18 décembre, il va en profiter pour enlever une jeune fillette, encore une fois, de l'âge de 9 ans. Elle est originaire de la ville de Quevedo en Équateur. Et il va également enlever une autre fillette, cette fois-ci de 10 ans. Et la deuxième fillette, c'est pas forcément prouvé sur le moment même que c'est lui qui l'a enlevée, mais elle a également disparu et du coup on se doute en gros que c'était lui. Enfin pas sur le moment même parce que vu qu'il était soi-disant mort, on peut pas se douter que c'est quelqu'un de mort qui a fait ça, mais vous m'avez compris. De 1984 à 1986, soit en 2 années, Daniel a commis une série de viols et de meurtres qui s'élève à 54 filles. C'est énorme. Et tout cela à Guayaquil. Pour tout vous dire, la police au départ, quand elle a comptabilisé tout ça, elle s'est dit que c'était l'œuvre d'un gang, parce que franchement faire ça tout seul c'est quand même impressionnant. Mais au final non, c'était uniquement Daniel, hein. Et on peut se dire mais comment un gars qui est en cavale, qu'on croit mort, peut avoir de l'argent, peut s'acheter les besoins nécessaires pour vivre? Eh bien dites-vous que Daniel il vivait déjà dans un premier temps dans la rue, donc il n'avait pas de logement, donc il n'avait pas à dépenser pour cela, et pour s'acheter les besoins nécessaires, il vendait tout simplement des stylos billes dans la rue, et quand ça lui rapportait pas assez d'argent, il revendait les vêtements de ses victimes ou les petits objets de valeur qu'elle portait sur elle. Autre chose, Daniel il avait un mode opératoire qui était très facilement reconnaissable. Daniel il sélectionnait des jeunes filles impuissantes, donc comme on a pu le voir dans une tranche d'âge à peu près de 9 à 10 ans en général, qu'ils étaient généralement en quête de travail, puisque oui à cet âge là les enfants travaillent, enfin en tout cas à cette époque là dans cet endroit-ci, et du coup il s'approchait d'elle et il se faisait passer pour un étranger qui avait besoin de trouver un pasteur protestant de la ville, et il expliquait en gros qu'il devait remettre à ce fameux pasteur une certaine somme d'argent qui était assez grosse, et donc il montrait aux jeunes filles la somme d'argent qu'il devait apporter au pasteur, et il leur disait que si elle leur montrait le chemin, il leur laissait une somme. Et du coup indirectement, vu que c'était des gens qui avaient besoin d'argent, et ben ça les a pâtés en fait, dans le sens où quand on te propose une somme d'argent juste pour accompagner une personne à un endroit, la plupart des jeunes filles qui étaient
inconsciente, qui ne voyait pas forcément le mal, et ben elle l'emmenait et au finalité elle se retrouvait pas du tout à l'emmener à l'église, mais elle se retrouvait à marcher dans des bois. Alors il y avait certaines qui captaient le poteau rose et du coup en cours de chemin elle disait en gros bon excusez-moi j'ai un truc à faire ou je ne peux pas vous accompagner là-bas ou quoi, enfin elle trouvait une excuse et elle partait. Dans ces cas-là l'homme ne les retenait pas. Par contre celles qui restaient et qui faisaient le chemin jusqu'au bout, elles avaient une mauvaise surprise à la fin puisque il les violait, il les étranglait et parfois même il les poignardait. Il poignardait uniquement ses victimes quand elles résistaient. Et du coup on peut se demander mais qu'est-ce qu'il faisait des corps, où est-ce qu'il les mettait? Et bien tout simplement il les bougeait pas, il les laissait dans la forêt et c'était les éboueurs en fait qui ramassaient les corps le lendemain ou la semaine d'après etc. quand ils passaient. Et c'est pour ça qu'on a pu répertorier en fait autant de personnes puisqu'il les laissait entre guillemets à la vue de tout le monde. Quand les éboueurs en voyaient passer, à chaque fois ils appellent les flics et du coup on a su le nombre de personnes qu'il avait tuées et aussi par la suite je vous expliquais, il en a témoigné également. Donc le 26 février 1986, il a été arrêté par 2 policiers, seulement quelques minutes après qu'il a assassiné une jeune fille de 9 ans nommée Elisabeth. Les policiers ce jour-là étaient en patrouille et se sont rapprochés de lui. Il était dans l'avenue Los Granados et les policiers trouvaient qu'il avait un agissement assez étrange. Et c'est à ce moment-là en fait où ils ont surpris l'homme avec un sac poubelle où à l'intérieur il y avait les vêtements tachés de sang de ses victimes. Également il y avait des copies de crimes et châtiments de Dostoïevski, excusez-moi si je le prononce mal. Suite à cela, forcément, il a été amené en garde à vue et après à Guayaquil pour une identification, puisque oui, forcément, il avait plus de papier, c'était évadé de prison, donc il fallait bien l'identifier. Quand il a été arrêté pour sauver sa peau, il a donné une fausse identité, comme quoi qu'il se nommerait Manuel Bulgarin Solis, mais malheureusement pour lui, il a été identifié plus tard par une de ses victimes de viol qui s'est échappée. Depuis son évasion de la prison colombienne, le jeune homme a avoué très tranquillement aux policiers qu'il avait violé et tué 71 filles. Il a même conduit les autorités au corps des victimes qui n'ont pas encore été enlevées. Donc il a vraiment coopéré le type. Et il faut savoir que lorsque les policiers sont rendus sur les lieux et ont retrouvé les corps étaient complètement démembrés. Du coup c'est à ce moment-là aussi également où il va témoigner de son mode opératoire, où on va savoir comment il a tué les victimes, où, pourquoi, etc. Par ailleurs aussi, il faut savoir que l'homme quand il a témoigné tout ça, quand il a dit toutes les victimes qu'il a faites, etc., il n'a eu aucun remords. Le type normal. Il donna également une explication cynique de pourquoi il choisissait les enfants. Et bien tout simplement il disait qu'il voulait des personnes vierges. Donc comme on l'a vu précédemment par son obsession avec la femme qu'il devait épouser qu'il n'était pas. Et apparemment aussi parce que les enfants ça pleure et ça crie et du coup ça lui donnait une satisfaction énorme. Chacun ses délires. Apparemment selon lui il tuait ses victimes tout simplement parce que il voulait se venger de l'infidélité des femmes et aussi du fait que la femme, pour lui, c'est un peu le stéréotype, c'est-à-dire qu'elle doit être à la maison, qu'elle doit être tranquille, qu'elle ne doit pas faire de faux plans, enfin des trucs comme ça, qu'elle doit être carrée quoi. Et en fait, il disait que les femmes d'aujourd'hui ne l'étaient pas et du coup qu'il voulait, entre guillemets, un peu comme bénir cette terre. En juin 1986, il y a un journaliste qui se nomme Francisco Febrez Cordero qui réussit à organiser une entrevue avec Daniel. Alors pourquoi je dis le mot réussir? Puisque tout simplement c'est très rare, même voire c'est peut-être jamais arrivé, que lorsqu'il était en prison, les visites pour Daniel étaient autorisées et là cet homme a réussi. Comment il a réussi? Il s'est fait passer comme faisant partie d'un groupe de psychologues et cela lui permettait de poser des questions sans éveiller de soupçons et Daniel n'a rien vu. Cela a été compliqué de donner des interviews à Daniel puisque l'homme demandait en fait une certaine somme, mais une somme assez élevée pour que les gens puissent lui accorder une interview, donc forcément donner de l'argent à un prisonnier ça écartait un peu le truc en mode bon on n'a pas trop envie vous voyez. Et donc Francisco après avoir posé ses questions etc il sort de la prison et il va dire en fait qu'il a fait une analyse assez intéressante puisqu'il trouve l'homme très intelligent. Il dit qu'il était notamment implacable pour parler de tout ce qui était Dieu et le diable, donc c'est aussi pour ça je pense qu'il se faisait passer comme quelqu'un qui devait donner de l'argent à un pasteur parce qu'il devait vraiment s'y connaître dans le sujet de l'église etc. Également il a cité de grandes personnes comme Freud
Freud, Stendhal et Nietzsche. Toutes ces formations littéraires, il les a acquéries dans une formation qu'il a passée dans la prison de l'île de Gorgona quand il y était. Au niveau de la sentence, en 1989, il a été condamné à 16 ans de prison et c'est la peine maximale qui était possible en Équateur. Donc quand même le mec il est parti 3 fois en prison, hein, faut vous dire ça, il a passé pratiquement toute sa vie en prison en fait. Lorsqu'il purgeait sa peine, il prétendait qu'il s'était également reconverti à quelle religion? Au christianisme. Petite anecdote plutôt intéressante, c'est que dans ce pénitencier, il a été emprisonné, enfin il était dans la même cellule que Pedro Alonso Lopez, qui était surnommé le monstre des Andes. Et pourquoi on le surnommait comme ça? Puisque tout simplement il était soupçonné d'avoir violé et tué 300 filles en Colombie. C'est énorme! On est encore un level au-dessus de Daniel, clairement on est 2 fois plus. Et bon, bah il commençait un peu à se faire vieux, Daniel, hein. Voilà, faut le dire, et donc il est décédé. Son décès a été signalé en novembre 1994 et il est décédé pas de vieillesse, hein. Attention, parce que oui, il commence à se faire vieux, ok, mais il est pas décédé de vieillesse. Il est décédé parce qu'il a été assassiné dans la prison. Et par qui il a été assassiné? C'était le neveu d'une de ses victimes. Fallait bien que ça lui arrive, hein, avec toutes les filles qu'il avait violées et tuées, forcément, un jour il allait bien se retrouver en face de quelqu'un qui faisait partie de la famille d'une personne qui l'aurait violé ou tué. Hein. Et du coup, apparemment, il l'aurait forcé à s'agenouiller, et une fois qu'il serait agenouillé, il lui aurait dit « c'est l'heure de la vengeance », et juste après, il l'aurait poignardé 8 fois. Il lui aurait également apparemment coupé l'oreille pour la montrer aux gardes pour témoigner qu'il aurait tué celui qui aurait fait du mal à sa tante. Alors personne n'aurait demandé le corps de Daniel, est-ce que c'est vraiment étonnant? Je ne pense pas. Et il a été du coup incinéré et enterré dans la fosse commune du cimetière El Batan de Quito. Et c'est là que s'arrête l'histoire de Daniel Camargo Barbosa, un des plus grands tueurs en série de Colombie, qui a violé et tué plus de 150 jeunes filles. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, elle est terminée. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi je te fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bisous!